Cette exposition, elle a débuté loin de ce pavillon, en Martinique, au mois de février 2024, où tu as convié, Julien, beaucoup de monde. Et c'était déjà une forme de répétition ou d'improvisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment et de la langue qui s'y est exprimée? J'ai pas fait ça tout seul, hein. J'ai fait ça avec vous. C'est complice tout ça. Ça pose d'emblée la question de la France. La France dans toutes ses particularités. Et nous, dans cette aventure, comment on a envie de faire exister ce projet, où on a envie de le faire commencer, partir, et pour arriver à un port, à une côte qui est Venise et son jardin, cette petite colline et son pavillon. Je crois qu'il fallait des mouvements. Puis c'est vieux depuis 1894, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a très longtemps, donc comment on accueille toute cette histoire et puis qu'est-ce que l'on en fait? Qu'est-ce que vous en faites de cette histoire? Alors, je ne vais pas répondre à ta question, Julien. Je vais juste revenir sur quelque chose que tu as nommé auparavant en débutant sur ce sujet du langage et de ce lien à la Martinique. Quand on a débuté ce moment de partage, tu as commencé, entre autres, avec la trompette de Courcils, Jacques Courcils, donc ce son qui a fendu l'air et qui nous a rassemblés tous ensemble. Et c'est vrai que depuis, j'ai eu l'occasion de lire un peu les choses qu'avait pu écrire Courcils, et j'ai été très frappée par une chose, c'est que il expliquait à un certain moment donné que nommer, ou le cri en créole, que évidemment je ne parle pas, c'est la même traduction que le mot nommer, c'est-à-dire dire. Donc c'est peut-être en lien avec cette histoire qui date depuis 1894 et ce moment. Est-ce que tu as choisi de nommer les choses dans cette représentation nationale d'une manière très très particulière? D'une certaine façon, mon corps digère bien avant moi et bien avant ma naissance un certain nombre de dates. Mon corps digère 1492, 1804, 1848, 1894, 1946, 1986 et 2024. Que je veuille ou non, mon corps est le fruit de toutes ces dates. Et mon histoire, comme j'aime bien dire, crépusculaire, commence il y a très longtemps. Moi, je voulais revenir sur le territoire, l'espace énormément émotionnel pour toi, mais que tu as partagé de manière généreuse aussi, la Martinique. Et peut-être repenser un peu à ce tracé, donc de date bien évidemment, mais surtout de ton parcours à toi, de ta chronologie, de ce que tu corporalises, si c'est un mot. Et avec la représentation de la Matoutou Falaise, par exemple, qui est aussi un peu un symbole, une mascotte qui nous a accompagnés dans ce projet. Premièrement parce qu'on a fait un voyage en Martinique il y a maintenant plus d'1 an, puis ensuite, comme Céline l'a dit, pour la conférence de presse, ou du moins le programme de partage, aussi très généreux. Et cette Matoutou nous suit
cette Matutu est aussi présente en quelque sorte dans le pavillon, dans le projet, mais je pense qu'elle a aussi, et c'est une anecdote que j'oublierai jamais en tout cas, que tu as partagée, elle est aussi une raison, elle est aussi une source d'inspiration et de construction de soi en quelque sorte, ou du moins de la construction de ton regard. Et cette idée de chronologie est intéressante dans la manière dont on le comprend, dans le monde occidental aussi, de manière historique, de manière figée. Ces dates, qu'est-ce qu'elles représentent? Moi, les dates en général d'événements aussi me rappellent beaucoup les manuels d'histoire, par exemple, ou d'exercices de mémoire et en quelque sorte d'examen. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tout cas, à travers donc la Matutu Falaise, à travers des années de regard ou de développement du regard ou d'éducation artistique, de références qui ont nourri ton travail aussi. Mais encore une fois, et un peu plus profondément autour de la Matutu Falaise, donc cette superbe mygale colorée et touffue et qui est protectrice et qui est voilà, qui donne beaucoup d'émotions. Sa vue est quelque chose de rare, comme tu le disais, et fait vraiment partie aussi de moments très intimes. Donc tu as partagé cette anecdote de la chercher à travers des endroits, des forêts, des feuillages. Et je pense que ce projet, en quelque sorte, donne aussi une sorte de chronologie condensée, généreuse, joyeuse dans ce pavillon. Et peut-être que cette petite Matutu, on la retrouve aussi à certains endroits dans cet espace physique en tout cas. Mais peut-être qu'elle a toujours traversé ton esprit et qu'elle a toujours fait partie en quelque sorte d'une certaine construction de toi. La Matutu, eh ben, ça ramène tellement loin. Je crois que c'est l'allégorie que je me suis créée pour réussir à formuler l'acte de voir et de regarder, ou d'apprendre à voir et d'apprendre à regarder au sens de l'art. Et que je crois que ce qui se joue le plus dans la question des formes ou dans le champ des formes est la question des détails, du perceptible, de l'imperceptible, du détail qui, lui, devient sensible, de la limite ou de moments de frontières qui résistent au trop plein, au trop too much, au trop. Et je pense que cette mygale, elle m'aide à trouver la limite. Et puis elle est aussi de l'ordre d'une quête, elle ne se donne pas à voir aussi simplement. On ne peut pas simplement aller à Lanceron ou aller à Balata ou aller à la rivière de l'Alma et puis penser qu'on va la voir aussi simplement. Il faut un peu de temps, il faut la chercher. Ça demande Elle peut arriver par surprise, elle peut se cacher longtemps. Et elle demande une sorte de patience. Et je crois que cet engagement que j'ai vis-à-vis de l'art, de ma propre pratique, est aussi quelque chose, c'est un engagement dans le temps et que j'essaye de cultiver aussi comme une façon dont j'ai envie de vivre ma propre vie.
Mais vous l'avez vu, cette Matutu. Oui, c'est vrai, elle nous a accueillis lors de notre premier voyage, où on était toutes les deux avec Cindy. Personne n'a besoin d'aller en Martinique pour comprendre ton travail, Julien. Ce que tu proposes ici aux visiteurs et ce que tu proposes depuis des années, c'est très ouvert à l'interprétation et il n'y a pas besoin d'avoir des sacs à dos de connaissances et de passages obligés. Il y a beaucoup de possibilités et beaucoup d'expériences, mais assez rapidement pour cheminer avec toi et aller pouvoir s'approcher aussi des endroits qui allaient nous permettre de discuter ensemble pour ce projet. On est parties toutes les deux avec Cindy, mais toutes seules, sans toi, parce que on avait envie de découvrir la scène artistique aussi, comprendre quels sont les artistes que tu aurais pu regarder en étant plus jeune et faire nous aussi l'expérience de ce déplacement par-dessus l'Atlantique et de la réalité spatiale de cette île. Et oui, tu nous as indiqué des endroits importants, sans nous dire qui ou quoi, ou ce qu'on allait voir et rencontrer. Et on a été accueillis par Sémigal en avril 2023, c'est ça. Je ne sais pas si elle nous suit sûrement dans cette exposition, mais c'est aussi, je pense, beaucoup nous qui la suivons. Peut-être pour évoquer aussi aux visiteurs l'endroit dans lequel on est, je pense que ce dont tu parles comme une manière de voir ou de comprendre le regard, il s'agit beaucoup d'apparition aussi, tu l'as dit, c'est-à-dire que dans ce travail, ici, on ne peut pas être extérieur. On ne peut pas être à côté ou regarder vraiment de loin et faire l'expérience totale avec le regard de quelque chose qui serait un tout. On est forcément à l'intérieur. On est dedans comme on le serait dans de l'eau ou comme on le serait dans une forêt. Et effectivement, il n'y a pas de frontalité ou de direction. Il y a beaucoup de mouvements, de cercles. Et je crois que la spatialité, les géographies de cet espace que tu proposes, où les mouvements, les couleurs, tout bouge autour de nous, c'est je pense profondément ce que tu décris effectivement comme une allégorie de cette recherche de regard, mais qui ne passe pas que par le regard. Il y a aussi l'écoute, il y a savoir voir une ombre qui bouge, du son peut-être. Est-ce que tu peux parler de l'endroit où on se situe ici? Est-ce qu'on est dans une forêt? C'est une question que je me pose depuis hier. Parce qu'en fait, on a parlé du projet en parlant de cette forêt ou ce bois du prêcheur. Et bois, j'aime bien l'écrire BWA. Et on a souvent parlé de cette densité, d'une part qui questionne le regard, mais qui questionne le corps et l'ensemble des sens du corps. Mais aussi, d'une certaine façon, l'eau est extrêmement présente, peut-être de façon chimérique, peut-être de façon physique, et même quand elle est là physiquement, on l'entrevoit sans réellement la voir aussi, et je trouve ça assez intéressant. Et pourtant, elle est là en litres, elle est là en pixels, elle est là de la manière dont l'air que l'on respire est chargé aussi, puisqu'on est à peine 50 mètres de l'eau aussi, donc elle est aussi présente de plein de manières différentes. Il y a quelque chose qui est assez beau. Je vais m'éloigner un tout petit peu de l'endroit pour faire quelques pas, mais juste à l'entrée des Giardini, il y a
ce petit jardin qui longe la balade près de la côte. Et puis il y a cette statue qui est complètement rongée par, je dirais, l'air salé, qui est venu comme ça attaquer la matérialité de la pierre et qui presque est une manière de désosser la sculpture ou de ronger la sculpture. Et je trouve que dès même l'entrée, il y a une image comme ça qui est assez forte et qui montre aussi que parfois les œuvres, elles vivent aussi leur propre contexte d'une certaine façon. C'est pas simplement penser en tant qu'artiste la question de l'in situ, mais c'est aussi les œuvres qui, de façon in situ, vont nous échapper et presque faire corps avec leur géolocalisation ou leur géopolitique et je trouve ça intéressant. Alors, nous sommes à l'intérieur du pavillon français. Est-ce que tu peux nous donner le titre de ce pavillon ? On pourrait tous donner le titre du pavillon. Ce titre est mon titre, mais c'est aussi le vôtre, en vrai. Vous n'êtes pas d'accord ? Si. C'est aussi ce titre, il est pas choisi de façon autoritaire et moi, je vous l'ai pas imposé. C'est aussi une suite de discussions entre nous jusqu'à pas dans ses finesses aussi. Et ça, c'est aussi important de le rappeler. Je le porte en mon nom, évidemment, mais je suis accompagné de 2 commissaires. Et c'est aussi bien de le partager à ceux qui vont nous écouter. Et je pense que la composition est beaucoup plus subtile que ça. Donc oui, je vais vous lire le titre, mais c'est mon titre et c'est votre titre. Alors, Attila, cataracte, ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer. Gouffre bleu, nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Et ce que je trouve intéressant, si c'est toi qui lis ce titre, il va déjà résonner autrement. Vous voulez faire l'expérience ? Attila, cataracte, ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer. Gouffre bleu, nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Pour moi, ce titre résonne énormément et nous a accompagnés depuis maintenant quelques mois. Mais il me rappelle en fait plein de différents moments, de conversations, de références. Ce que l'on n'entend pas en ce moment, en tout cas, on est dans le pavillon, certes, mais il y a tout un paysage sonore qui n'est pas présent, en tout cas en background de cette conversation, et qui peuple cet espace d'une manière tellement profonde qu'elle vibre vraiment à l'intérieur de soi, de là à rincer une énergie de manière positive, bien sûr, de en quelque sorte purifier, en quelque sorte de ressentir aussi des émotions qui sont vraiment au fin fond de soi. Et je pense que ce titre, en quelque sorte, donne une pépite ou un élément de ça. Mais c'est vraiment aussi une manière de codifier ce projet. Alors à toi, Céline, qu'est-ce qu'il te dit ? Je vais le lire aussi. Attila, cataracte, ta source au pied des pitons verts finira dans la grande mer. Gouffre bleu, nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune. Ce titre, c'est
c'est comme toujours chez Julien, le titre d'une œuvre, c'est avant tout de la poésie. On peut aller vers les significations des mots, voir ce moment où la lecture nous fait déjà apparaître des images, des couleurs, mais c'est aussi beaucoup de rythme. Et il y a toujours ce moment, surtout, Julien, tu les écris jamais avec une métrique, il y a toujours 1000 manières de les écrire, ils sont toujours en mouvement, tes poèmes, de la même manière que tes sculptures, de la même manière que ton travail tout entier. Et on sait qu'il y a un territoire, qu'il y a des couleurs, qu'il y a tout un tas de choses, mais c'est toujours mouvant, en fait. Il n'y a pas de choses fixes dans ce que ça nous raconte. Et il y a aussi beaucoup d'intime. Et je pense que toutes les personnes auront une expérience intime. Et moi, je ne vais pas dire la mienne, parce que j'en ai le droit de la même manière que toi aussi. Ça parle de regard, ça parle d'invisibilité, de regard brouillé, ça parle aussi de regard vers le haut, vers la lune, vers la lumière. Et là, on est encore une fois à côté d'une vidéo, effectivement, peut-être dans une forêt, peut-être sous l'eau. Je ne sais pas, mais il y a la lumière qui vient caresser les formes et qui donne vraiment une... alors, je ne sais pas si c'est une magie, mais tu parles beaucoup de lumière dans ces chansons que tu mentionnes aussi, Cindy. Et ça, je pense que depuis le début de l'installation de ces œuvres, c'est ce qui se produit aussi ici. Les reflets, la manière dont les choses se mettent à bouger, le mouvement, la façon dont les vidéos jouent avec tous ces chemins, ces détails, ces 1000 parcours qu'on peut faire comme dans une poésie. Par la pensée, par tous les sens. Voilà. Moi, ce qui me touche énormément dans cet espace et dans ton travail, Julien, c'est la place de la couleur et son rayonnement, le détail dans la couleur. Et j'ai une énorme curiosité parce que je pense qu'on n'a jamais eu cette conversation et de comprendre comment elle te traverse toi aussi. Cette couleur? Il y a un cheminement pour pouvoir l'assumer, cette couleur. Et depuis, je dirais, depuis ces 10 dernières années, il s'est passé quelque chose dans mes multiples expériences d'exposition, les expositions d'amis, d'alliés, de familles de l'histoire de l'art et dans mes propres projets, une envie qui s'est renforcée de plus en plus, qui était de comment partager ou comment activer cette dimension de partage à travers les formes et comment donner des clés, donner une certaine consistance aux autres à travers des questions de sculpture ou d'installation ou d'exposition. Et même si j'ai un amour profond pour une forme de radicalité, une forme de moindre geste, une histoire de l'art conceptuel. Je crois que je me suis presque mis en opposition, pas du jour au lendemain, mais progressivement, dans une volonté de produire des formes qui me font plaisir et qui font plaisir à mes yeux et pas seulement à la manière dont je les intellectualise aussi. Et peut-être de revenir à quelque chose qui est pour moi une vraie question. Qu'est-ce que les notions de beauté aussi?
et comment elle peut aussi venir apporter et donner des indications ou peut-être renforcer les propos que j'ai envie de donner aux sculptures, aux formes. Aussi, parce que à un moment, je me suis posé la question, mais pour qui on fait ça? Pour qui on fait des expositions? À qui on s'adresse réellement? C'est quoi nos enjeux? Quels sont mes propres enjeux? Et à qui j'ai réellement, moi, envie de partager? Et c'est une question que j'essaie de ne pas perdre de vue. Et les formes, je les fais moi, mais je ne les fais pas pour moi. Et j'ai vraiment envie que les autres puissent éprouver d'une certaine façon du plaisir à l'acte de regarder ou de visiter une exposition. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, de créer la possibilité que quelqu'un ait vécu un moment et puisse ressortir en ayant la sensation d'avoir vécu quelque chose. Et si quelqu'un visite cette exposition, j'ai envie que ce visiteur ressorte avec de la joie. Ressorte avec quelque chose qui va l'animer. Je crois que j'ai pas envie de... Ouais, je crois que c'est des choses... C'est subtil et difficile à exprimer, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec quoi les autres vont repartir aussi quand ils vont visiter une exposition. Qu'est-ce que leurs yeux, leur corps, leurs oreilles auront capté, à quoi ils peuvent se raccrocher? Qu'est-ce qui pourra aller de cette exposition pourra repartir presque de façon immatérielle et les accompagner longtemps? Comment une exposition peut travailler la mémoire des yeux et du corps? Et puis c'est l'acte de regarder, comme on dit avec cette migale, avec la Matutuphales. Et c'est là où, au fur et à mesure, d'un point de vue esthétique, le détail s'intensifie. Aussi la charge, qu'elle soit une charge émotionnelle ou qu'elle soit une charge physique et sensible. Et puis, je crois que j'ai longtemps refusé de faire esthétique et que l'esthétique m'a pas rattrapé, mais m'a attrapé. Tu parles beaucoup de regarder, mais alors, ce que tu dis, c'est que tu regardes avec le corps tout entier. Tu peux regarder quelque chose en étant assis dans un amphithéâtre frontalement. Tu peux. Là, on est. Cette expérience dont on parle, que tu proposes aux visiteurs, aux visiteuses. Moi, je suis très curieuse aussi d'observer des enfants dans cet espace. Je pense qu'elle ne pourra pas être décrite comme une expérience. Il y aura autant de moments que de visites et de personnes. Tout à l'heure, en amont de cette conversation, on se disait qu'on ne s'était pas encore assis tous les trois pour parler de ce qu'on regardait.
Voilà, on vient de terminer le montage de cette exposition et moi, personnellement, ça fait maintenant des semaines que tous les jours, je vois des choses différentes. Tous les jours. C'est-à-dire que on va pas pouvoir dire est-ce que tu as vu cette exposition? et tout le monde ne va pas voir. Enfin, c'est pas le coucher de soleil ou la carte postale, ou même si on est aussi sous un plafond d'une couleur orangée complètement solaire. Tu ne peux pas capturer, en fait. C'est peut-être d'ailleurs comme un coucher de soleil, en fait, que tu continues à prendre en photo, mais tu n'arrives jamais à le comprendre complètement. Et donc, il y a effectivement cette chose qui t'entoure, et il y a aussi tous ces détails dont tu parles qui ne sont pas, à mon sens, tout comme la présence de la couleur, comme tu le disais, Cindy, quelque chose qui pourrait s'inscrire, en tout cas dans une histoire de l'art, comme disons la manière de ressentir et de voir et d'apprécier avec une distance raisonnable et bien élevée. Là, on est dans quelque chose qui appelle peut-être de manière plus baroque à de la jouissance, à une proximité physique qu'on retrouve en regardant tes sculptures dans tous les gestes qu'on devine, qui sont faits à l'atelier, des choses où on enroule, où on resserre, où on touche, où on caresse, et puis voilà. Donc il y a une grande proximité physique, je pense, dans l'expérience de ce travail, qui dépasse le regard. Et peut-être qu'on peut parler de ça, de mouvement, de danse aussi, de cette présence dans le travail. Je pense que la question du mouvement et de la danse est présente dans le format de l'image en mouvement, justement, qui occupe vraiment une grande place aussi dans ce projet et même à l'extérieur de l'espace physique, en tout cas de l'expo. Mais c'est aussi une danse est proposée pour les visiteurs et visitrices dans cet espace, qui est libre, qui est émancipé, qui est autonome. Et cette question de la danse est vraiment ancrée au sein de toutes les formes aussi. Mais cette danse a pris une place très importante aussi, ou du moins le mouvement dans ton travail. Julien, peut-être récemment dans ton travail vidéo, notamment. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Je crois que visiter une exposition, c'est aussi proposer aux visiteurs une chorégraphie ou une multitude de chorégraphies possibles. Là, on se trouve dans quelque chose qui se veut, dans une certaine mesure, dense, qui fait que potentiellement personne n'aura le même déplacement autour des formes, que les formes elles-mêmes, quand on les frôle, peuvent se mettre à vibrer, peuvent se déplacer, qu'on peut sentir en elles encore le mouvement, et qu'il y a déjà des mouvements qui sont proposés de façon silencieuse au corps. Il y a cette musicalité qui va emplir cette architecture ou cohabiter avec cette physicalité et qui va encore pénétrer le corps d'une certaine façon où les aigus et les graves vont venir comme ça rentrer à l'intérieur du corps et que ces graves basses avec un certain battement par minute va peut-être susciter et titiller le corps jusqu'à peut-être qu'il se mette à se mouvoir et peut-être il esquisse quelques pas de danse, c'est possible. Et puis il y a ces mouvements aussi qui sont des mouvements qui vont habiter les formes immatérielles dans les vidéos.
Et ça, c'est encore autre chose. Et je ne sais pas le nommer si ce n'est que aujourd'hui, avec la vidéo, je peux peut-être dépasser des limites que j'éprouve avec des questions de sculpture et je peux amplifier ce que moi je nommerais comme une forme d'exotisme qui, pour moi, repousse les limites au fur et à mesure de ce que l'on connaît ou de ce que l'on sait. Un peu comme cet exotisme qui n'est jamais exotique, que pourrait nommer Ségalen ou que aurait pu nommer quelqu'un comme Gauguin, par exemple. C'est-à-dire que finalement, à un certain moment, le monde, il est toujours... le dépaysement a toujours une fin. Le moment où on se rend compte que, en fait, c'est pas il n'y a pas tant de dépaysement que ça. Le moment où on s'y habitue, le moment où on retrouve un certain nombre de codes et de repères que l'on a déjà incorporés d'une certaine façon, de façon culturelle, de l'endroit d'où l'on vient, où on a grandi, de ce que l'on a appris. Et où finalement la différence se réduit jusqu'à ne plus exister du tout. Je trouve que aujourd'hui, avec les technologies de l'animation, de la 3D, on peut repousser certaines limites et réinventer une forme d'exotisme. Où on peut peut-être même tendre à des impossibilités concrètes et qui peuvent exister que sous cette forme. Et là, c'est un espace pour moi qui devient intéressant, où je peux m'amuser, où je peux trouver aussi de la joie. Je me bagarre avec la sculpture. Je me bagarre beaucoup parce que c'est... L'histoire de l'art est tellement immense. Il y a tellement de choses et d'œuvres fortes qui ont été produites que prétendre à amener quelque chose en 2024 est vraiment quelque chose de compliqué. À prétendre que l'on invente quelque chose, prétendre que on fait quelque chose qui n'a pas été fait me semble vain en fait. Et pourtant, j'ai un amour profond pour la physicalité, la forme, pour les petites choses, pour les petits équilibres, pour certaines joies suspendues. La vidéo me permet, moi, d'ouvrir. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est quand tous ces possibles viennent se rencontrer dans un seul et même grand carrefour. La place de la vidéo, ou du moins de l'image en mouvement, et aussi en quelque sorte dans cet espace, enfin dans ce que l'on vit, ce que l'on voit ici, une sorte de rhétorique qui pousse aussi dans le futur, ou à une poussée de l'imaginaire aussi. Et je pense que tu mentionnes le mot altérité, différence, beaucoup en lien avec ce que tu as essayé de créer en tout cas. On est vraiment accueillis par des créatures qui sont totalement inhabituelles, mais qui retrouvent quand même une certaine beauté, une certaine douceur et une curiosité extrême. Et je pense que la question de l'exotisme, en quelque sorte, revient dans cette curiosité dans laquelle on se surprend, peut-être en regardant ces différentes créatures, ces différentes formes. Et cette question de l'imagination et du partage de cet exercice, en tout cas, qui est de plus en plus difficile, je trouve, aujourd'hui,
d'imaginer autre, de cette pensée utopique sans qu'elle soit nécessairement pessimiste ou avec une certaine fin. Je pense que ce projet vraiment pousse en quelque sorte à aller au-delà de ça. Et certes, on retrouve aussi toute une signature de sculptures, de choses matérielles, de choses qui sont aussi essentielles finalement pour aussi toucher d'autres émotions. Mais là, la vidéo apporte peut-être une sorte de clé au-delà de cet espace. Et ça, c'est peut-être la générosité du partage et de la transmission qu'il y a aussi au sein de ce projet. Et je pense que c'est aussi quelque chose que tu fais très naturellement dans les idées que tu apportes en dehors de l'espace physique de l'expo. Ce projet artistique est accompagné d'un catalogue avec d'autres formes d'œuvres, de tes œuvres, Julien, qui n'ont pas forcément, enfin qui n'ont pas du tout même été montrées auparavant, où on retrouve pour le coup la matérialité. Enfin, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose que l'on va pouvoir avoir, garder, archiver. Donc on retrouve une autre façon peut-être de partager des imaginaires et encore une fois une chronologie de dates et de références qui te sont très biographiques aussi, avec tout un partage de textes, tout un partage d'auteurs et d'autrices qui ont aussi voulu et ont toujours pour mission de créer de nouveaux espaces, de penser, de pousser encore et toujours à travers des mots. Donc une poésie qui est dans les mots, mais qui est aussi dans les choses physiques. Et je pense que ce livre qui arrive très bientôt, qui sera bien évidemment publié et disponible peut-être au moment de la publication de cette conversation, fait aussi peut-être partie de cette mission que tu as, de pousser et de continuer au-delà de cet espace et de moins d'une autre forme de matérialité, ainsi que l'oralité et la façon dont ce projet de catalogue se décline et sera partagé. Je ne sais pas si tu voulais dire quelques mots par rapport aussi à cette mission qui est beaucoup plus étendue que l'exposition, ou du moins le format de l'exposition aussi. C'est une exposition avec, et ça je le dis tout le temps, beaucoup de portes et de fenêtres. Des fenêtres où le paysage se donne à voir, des portes qui sont à deviner, à déceler, et qui sont parfois imaginaires. D'ailleurs, en fait, il y a des portes qui ont été dessinées dans ce pavillon qui accueille les heurtoirs ou les doorsnooker. Elles sont là, les possibilités de permettre à nos pensées de s'échapper et de toujours continuer. Et merci Cindy de rappeler qu'il y a une forme de grand partage avec une multitude de textes, de voix, qu'il y a un très beau catalogue. Mais ça me fait penser que moi, je l'ai eu entre les mains déjà, ce catalogue, et vous avez toutes les deux proposé des voix, des textes, et il y a quelque chose de commun dans ce que vous avez écrit qui est la notion de l'offrande. Et moi, j'avais envie de vous poser cette question parce que chacun de vos textes, vous avez utilisé ce mot et je me demandais comment, en fait, qu'est-ce que c'était pour vous, ici, dans ce projet ou dans cette aventure? Dans le texte auquel tu fais référence, moi j'ai utilisé ce mot pour évoquer le rapport que tu déployais dans une vidéo qui est muette, dans le rapport au spectateur.
Ça, on l'a déjà évoqué depuis le début de cette conversation. Je pense qu'une des choses qui caractérise vraiment ton travail, malgré le côté parfois très codifié et où les personnes peuvent avoir le sentiment de ne pas savoir ce que tu dis parce que ça n'est pas explicite, ça n'est pas ça ne se résume pas en un mot ou en une thématique. Il y a quelque chose qui est de toujours s'adresser à l'autre, avec parfois aussi en silence, et à lui donner, vraiment à lui donner le pouvoir. Le pouvoir de penser par lui ou par elle-même. Et ça, je pense que c'est très rare. Moi, c'est pour ça que j'aime ton travail. Et évidemment, une offrande, ça peut être beaucoup de choses, c'est beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, c'est exactement dans ce contexte-là que j'ai pu écrire ça. Des offrandes, il y en a beaucoup aussi d'autres natures dans le travail, et notamment on peut voir la manière dont, dans ce projet ici, tu as pu interroger l'histoire de l'art, pour y revenir, puisque tu mentionnais ça tout à l'heure, et les grands programmes iconographiques, des grands programmes de commandes à travers les âges, de Versailles au Paris haussmannien, et la manière dont, au-delà de programmes iconographiques, on retrouve des choses qui peuvent être pensées comme des offrandes, qui finalement se cristallisaient, ou pas se cristallisaient, mais en tout cas se sculptaient dans la pierre pour nous accompagner nos espaces urbains, et peut-être aussi l'expression du pouvoir, mais aussi parfois les artistes qui font des choses en clin d'œil depuis les cathédrales. Il y a toujours eu des détails qui étaient absolument invisibles à la vue des personnes qui avaient les pieds sur le sol. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses comme ça à l'intérieur de ce pavillon et dans ce travail que tu as développé depuis 1 an et demi. Une question difficile. Les offrandes. À travers ce projet, le texte, en quelque sorte, était un peu un point presque final qui a permis peut-être d'articuler non seulement des émotions et de nouvelles pensées, des références qui étaient nouvelles pour moi, mais pour moi, les offrandes dans ce projet sont très immatérielles. Elles s'inscrivent vraiment au plus profond de moi, à différents moments, à travers des lieux, des conversations, à travers des moments de partage, à travers ce qui est offert aussi aux autres et ce qui est redonné. Elle est dure, cette question. Elle est très personnelle surtout. Elle est très très personnelle. Et peut-être qu'elle n'est pas partagée dans cette conversation. Mais en tout cas, l'immatérialité de l'offrande est importante. Et vous pensez qu'on doit résister à la question de l'interprétation? C'est vraiment, en tout cas, quelque chose qui me travaille. Est-ce qu'on doit dire, ou on doit garder le plus longtemps, en fait, l'essence, et les autres doivent se l'approprier, se créer leur propre possible? Il n'y a pas une bonne réponse à cette question, parce qu'il n'y a pas une manière de faire unique. Comme on le disait tout à l'heure, il y a autant d'expériences que de visiteurs et de visiteuses en lien avec la création, à la rencontre avec une œuvre d'art. Si tu poses la question de l'interprétation dans le sens dire à la personne quoi penser, la réponse est effectivement oui, on doit résister à ça. On ne doit pas pointer du doigt ce qu'il faudrait regarder, la manière de le regarder et ce qu'il faudrait comprendre en regardant, comme si on dessinait quelque chose qui était un chemin unique, avec des mots prédécidés qui contraindraient la liberté des visiteurs et des visiteuses. Ça n'est pas ce que tu fais. Néanmoins, il faut savoir accompagner, et je pense que la façon dont tu le fais
au sein même du travail, par les mots, par la musique. C'est comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de clés. D'ailleurs, il y en a physiquement aussi ici des clés que tu donnes et qui n'ouvrent pas qu'une seule porte. Tu donnes toujours cette liberté aux personnes. Alors, interpréter, je ne sais pas si je choisirais ce mot, mais en tout cas de penser et d'imaginer. Voilà, et de cheminer. Je pense que l'interprétation est nécessaire aussi, mais la possibilité d'interpréter par soi, encore une fois, de pousser l'imaginaire et de décodifier et de regarder autour de soi, de comprendre, encore une fois, de se responsabiliser vis-à-vis d'un certain regard et d'une certaine expérience de ce qui est proposé ici est important. Je voulais revenir sur la question de l'offrande. Et je pense que l'interprétation peut être à la fois une offrande et des outils. Mais je pense que cette expérience personnelle et cette expérience de décoder, en quelque sorte, est aussi quelque chose qui est assez précieux. Et peut-être qui n'est pas donné infiniment. Moi, je suis entre les deux. Je suis commissaire dans des institutions. J'ai le besoin de partager, d'écrire et de donner ces outils de manière directe. Mais bien évidemment qu'il y a aussi une sorte d'hypocrisie peut-être dans la façon dont notre expérience de vivre et d'exister à travers des expositions se fait par les sens aussi. Elle se fait par les sens, elle se fait par ce que l'on voit, ce que l'on entend, pour le coup ce que l'on sent. Et peut-être que c'est suffisant. Et que comme tu disais tout à l'heure, Julien, sortir de cet espace que tu as créé, cette architecture dans l'eau, autour de l'eau, finalement nous permet de chercher au plus profondément de soi et de comprendre comment ça a changé des choses, ou peut-être comment ça a articulé de nouvelles choses, comment ça a rapproché des références qui peut-être n'avaient pas été faites auparavant. On est vraiment on est vraiment face à face avec des formes, avec des références, avec des monuments historiques, par exemple, qui sont familiers pour beaucoup, ou du moins dans le contexte parisien et autres, d'histoire de l'art aussi, donc beaucoup plus international, mais finalement, ces monuments historiques sont mis en relation avec des choses extrêmement intimes que tu partages à travers ce projet. Et ces rapprochements-là attisent une certaine curiosité, ou vont attirer une certaine curiosité du moins. Et peut-être la place de l'interprétation ici doit être peut-être un petit peu plus flexible, un petit peu plus douce, moins imposée. Mais il y a vraiment aussi une responsabilité de partager à travers les mots. Le paysage sonore le fait, d'une certaine manière. Le livre le fait, d'une certaine manière. L'outil de médiation le fait aussi, d'une certaine manière. Le partage des chansons qui sont présentes et qui vont pouvoir être lues et relues et mémorisées aussi. Ça, c'est vraiment le pouvoir de la musique et de la poésie que tu apportes dans ton travail, de ces sonorités qui te trottent dans la tête, de ces mots. Mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être que c'est quelque chose qui est réfléchi et qui est vécu. Peut-être, cette idée de l'interprétation, du moins. Mais tu vois, si on en revient à la Matoutou, tu arrives pas tout seul dans cette forêt à aller chercher la Matoutou. À un moment donné, il y a aussi quelqu'un qui prend une autre personne par la main, qui l'emmène dans un endroit, qui montre des partages d'expériences. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une réponse à cette question, parce que
apprendre, enfin c'est comme vivre en fait, grandir, apprendre, désapprendre, se poser des questions. Enfin ça demande d'être à plusieurs et effectivement, ce que disait Cindy à l'instant, c'est que il y a aussi dans nos métiers plein de professionnels passionnés dont c'est la mission, ce partage et dont on a besoin pour que des personnes qui enfin pour que tout le monde trouve à sa manière, enfin sa propre expérience et sa propre autonomie aussi par rapport, enfin face parfois à une œuvre d'art. Parce que c'est comme une rencontre avec une personne. Les rencontres, on le voit dans la vie de tous les jours, sont pas toujours faciles. Alors, nous sommes vendredi 12 avril, il est 11h24 et je vais vous lire un extrait de Indigo. Étal, étal, j'ai mis les voiles sous les étoiles cardiaques du zodiaque. Merci Céline. Merci Julien. Étal, étal, j'ai mis les voiles sous les étoiles cardiaques du zodiaque. Merci Cindy. Merci Julien. Pour ce pavillon, j'ai envie de dire nos eaux sous les eaux, nos eaux marées noires sur nos peaux, murènes tachetées, oripeaux, halo, auréole, gros fardeau. Étal, étal, j'ai mis les voiles sous les étoiles cardiaques du zodiaque. Merci Attila Cataracte.